Bonjour à tous. Pour cet exposé introductif, il me semblait intéressant c'est ce qui m'a été demandé, de présenter très rapidement la manière dont nous surveillons la santé des forêts au DSF avec les partenaires qui constituent notre réseau. Et donc, quels étaient les moyens que nous utilisions pour ce faire et quels sont les moyens qui restaient à satisfaire et en quoi on a espoir que la télédétection, qu'on a déjà largement commencé à utiliser, puisse répondre à ces besoins futurs. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la santé des forêts? J'ai rappelé là sur la diapo la définition qui est dans le livre La santé des forêts. Je ne vais pas la relire, mais on voit qu'il y a il y a un peu une ambivalence, une dualité entre des idées d'écosystème, de complexité, de maintien de ces fonctionnements et de la complexité des écosystèmes, et une vision un peu plus utilitariste qui est fonction des objectifs qui sont assignés à la forêt par l'homme, que ce soit la production de bois, la prévention des risques naturels, etc., et dont on veut que ces objectifs continuent à pouvoir être remplis. Donc il y a un petit peu les deux notions, et ça complexifie un petit peu le concept de santé des forêts. On parle d'écosystèmes ou d'objectifs assignés par l'homme qui peuvent être perturbés, et la notion de perturbation, que ce soit un accident climatique, des insectes, des pathogènes, elle est importante quand on s'occupe de santé des forêts. Et cette perturbation, est-ce qu'on peut la détecter ou pas par des moyens de télédétection? Ça, c'est une question. Et puis de résilience, c'est-à-dire de retour à un équilibre plus ou moins stable, plus ou moins identique ou différent du point de départ. Et donc, il y a une question tout de suite d'horizon temporel, d'évolution dans le temps. Et puis enfin, d'échelle spatiale. Est-ce qu'on est à l'échelle de l'arbre, de la parcelle, du massif, de la région écologique, de la France, voire de l'Europe, où on peut imaginer même des suivis mondiaux avec les outils satellites dont on dispose. Et donc finalement, la mission que le DSF a, qui lui a été confiée par le ministère de l'Agriculture, je l'ai rappelé en fin de diapo, c'est de faire l'inventaire des dommages et des agents responsables de dommages, de renseigner sur leur répartition, déterminer aussi tout ce qui est facteur de sensibilité ou de risque, et puis de regarder ces questions d'évolution avec un contexte qui est le contexte des changements globaux. Alors, comment notre stratégie de surveillance est organisée? Elle est organisée en 3 points principaux. Tout d'abord, on a des suivis spécifiques qui se concentrent sur les problèmes qui causent le plus de difficultés aux gestionnaires forestiers. Il y en a à peu près une petite vingtaine, ce n'est pas toujours les mêmes dans le temps. Et donc là, on met en place des suivis spécifiques qui permettent de quantifier, de comprendre ces problèmes les plus importants. On a un deuxième suivi qui est la recherche des organismes nuisibles qui sont normalement absents du territoire et dont on vérifie l'absence, et puis les émergents. Et puis enfin, et c'est presque le plus important, la veille sanitaire, c'est-à-dire que tout ce qui peut arriver en matière de problèmes de santé des forêts est enregistré. Et actuellement, dans nos bases, on a 1124 problèmes différents. Donc, pour vous transmettre comme message qu'on est face à un objet qui est relativement divers et varié. On ne regarde pas des questions de forêt-non-forêt ou de coupe rase ou peuplement de boue. On a des choses un peu plus complexes parce qu'on a potentiellement un petit millier de problèmes sanitaires différents qu'on peut observer. Et puis, ces 3 piliers sont complétés par des suivis spécifiquement pour le suivi à long terme de la santé des forêts, le réseau systématique de suivi des dommages forestiers, dit réseau européen, dit réseau 16-16 sur une maille de 16 km par 16, et puis le réseau Rénécofor, qui a un nombre plus limité de placettes, mais où on regarde plus de données, notamment de fonctionnement des écosystèmes. Alors, j'ai mis là la liste des suivis spécifiques pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Ces suivis, ils sont variables dans le temps. Il y en avait certains dans le passé, il y en aura sûrement dans l'avenir en fonction des problèmes d'actualité. Sans tout décrire, il y en a certains qui sont thématiques, certains qui concernent certaines essences un peu particulières qui ont besoin de suivi spécifique parce qu'elles sont trop peu représentées pour être bien pris en compte dans la veille ou dans les autres suivis. Et puis un certain nombre de ravageurs ou de pathogènes qui sont particulièrement ciblés.
Finalement, quels sont nos outils pour faire de sa surveillance sanitaire? Notre premier outil, c'est notre réseau de femmes et d'hommes correspondants observateurs de la santé des forêts. Donc, ce sont des spécialistes de la santé des forêts qui font à la fois des observations sur le terrain et qui sont correspondants, c'est-à-dire qui sont des références au sein de leur organisation, que ce sont des forestiers de l'ONF, du CNPF, des services forestiers des DDT, d'un certain nombre d'autres structures qui accompagnent la forêt privée. Et donc, ils disposent souvent d'un sous-réseau de collègues qui peuvent les solliciter en cas de problème de la santé des forêts. Et donc, ce réseau humain, c'est vraiment la base de nos observations au DSF. Ensuite, on a des réseaux de placettes. Les notations sanitaires sur les placettes de l'IGN, les réseaux européens 1616 et Rennes-Écofort, et puis des réseaux qui ont été mis en place sur des problèmes ad hoc. Pour le suivi de la procédure du pin, on a des réseaux de placettes. De même, pour les peupliers, on a un réseau de populétum qui sont suivis. De même aussi pour, à titre d'exemple, l'impact de la pyrale du buis. On a mis en place un certain nombre de placettes pour suivre l'impact de cet insecte ravageur. Après, il y a ce que j'ai appelé des réseaux de compétences un peu expertes, c'est-à-dire que le DSF ne travaille pas tout seul, il est en lien avec les collègues de la recherche, INRAE, institutions de recherche, les laboratoires de l'ANSES, notamment le laboratoire de pathologie et d'entomologie, la plateforme d'épidémosurveillance en santé des végétaux, le labo d'entomologie de l'ONF, mais aussi les réseaux naturalistes de l'ONF, ou réseaux naturalistes dans des associations, surtout pour tout ce qui est identification d'insectes ou identification de champignons. Il y a des observations qui sont faites par ces réseaux. Et puis, on utilise ensuite un certain nombre d'outils qui sont relativement divers. Notre premier outil, c'est une base de données d'observation sanitaire. On a 30 ans d'observation sanitaire dans nos bases de données, et ça, c'est un outil de référence pour nous. Quand on a un nouveau problème, on regarde s'il ne s'est pas déjà posé dans le passé. Ensuite, on a des méthodes d'observation qui ont été développées au fil du temps au DSF. Et ensuite, on utilise des piégeages, la prise d'échantillons, les analyses de ces échantillons. Et on peut aussi croiser nos observations avec des données météo, des données cartographiques et des données issues de la télédétection qui complètent tout ce panel d'outils. Donc un exemple d'utilisation des outils, c'est la détection de Phytophthora ramorum en Bretagne. C'est un pseudo-champignon qui s'attaque aux mélèzes. Et la détection de cet émergent, c'est un pathogène émergent en forêt. C'était le premier foyer en forêt qui a été détecté en 2017. Il a reposé sur la combinaison de tous ces outils. Tout d'abord, on avait l'historique dans nos bases de données des observations en pépinière. On savait qu'en pépinière, sur rhododendron, on trouvait ce pathogène. On savait aussi par des échanges internationaux, je ne l'ai pas mentionné, mais on a quelques échanges avec des collègues qui s'occupent de la santé des forêts dans d'autres pays. Il y avait de gros dégâts sur mélèzes du Japon au Royaume-Uni, donc on avait une forme de vigilance. Et puis, la détection elle a été faite par la correspondante observatrice locale. Donc, c'est elle qui a donné l'alerte. Cette alerte, elle a été confirmée en labo. Ça a pris un petit peu de temps parce que c'est un pathogène qui est difficile à caractériser en labo. Et suite à cette confirmation, on a étendu les prospections de terrain. On a fait des analyses aussi dans l'environnement, on a fait des prélèvements, ça c'était en association avec l'INRAE, des prélèvements dans le sol, des prélèvements dans les rivières, pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'écosystème était contaminé ou non par Phytophthora ramorum. Et puis des prospections aériennes. Alors j'ai mis ULM, Thierry m'a dit non, c'est pas des ULM, c'est une aile volante. Bon, donc c'est des ailes volantes. Et c'est la photo que vous voyez pour repérer très finement les mortalités à l'échelle du massif concerné, c'était un massif domanial, et puis l'utilisation d'images satellites, les satellites Pléiades, pour regarder l'ensemble des peuplements de mélèzes du Japon dont on avait connaissance dans la région Bretagne, pour vérifier qu'on ne passait pas à côté de d'autres atteintes sur d'autres massifs. Et ce n'était pas le cas, on a bien circonscrit cette émergence à ce massif particulier dans le Finistère. Donc j'ai essayé de synthétiser sur cette diapo et pour arriver à la conclusion, finalement, quels étaient nos besoins pour une bonne surveillance sanitaire. Et dans la diapo suivante, j'ai mis un peu la liste au Père Noël de tout ce qu'on aimerait que la détection nous aide à mieux faire. Donc finalement, il faut qu'on soit capable de détecter rapidement les phénomènes pour donner l'alerte, comme sur Phytophthora ramorum, et puis diffuser les conseils de gestion aux forestiers s'entraîner.
Il y a un autre besoin qui est celui de détecter des signaux faibles. Ce n'est pas toujours facile, les émergences, ça peut être des choses très discrètes à la base. Et puis il y a aussi les évolutions lentes et de long terme. On se pose souvent la question, quand on regarde notre réseau de suivi systématique de la santé des forêts, on voit des évolutions assez lentes et il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Parce qu'en forêt, quand on prend des décisions, notamment de plantation, de renouvellement des peuplements, on s'engage pour très longtemps. Et donc, ces évolutions lentes, il faut arriver à les comprendre pour prévoir ce qui risque de se passer dans le futur. Et ça, c'est une sacrée gageure. On aimerait pouvoir caractériser mieux. Alors, j'ai mis l'emprise. Alors, Thierry m'a dit, ne mets pas emprise, ça veut dire autre chose pour les télédétecteurs, mais c'est l'extension spatiale et l'importance des phénomènes. Nos correspondants observateurs, ils font des observations qui sont la plupart du temps ponctuelles. Ils peuvent aussi faire des fiches à large amplitude quand il est relativement aisé de faire des estimations des surfaces concernées, mais ce n'est pas toujours facile d'avoir les surfaces et les volumes concernés. On verra dans un exemple tout à l'heure qu'on a pu le faire sur le scolite de l'épicéa au moyen justement de la télédétection et ce n'était pas possible de le faire depuis le sol. Donc là, c'est vraiment un besoin qu'on a. Et puis l'évolution dans le temps des phénomènes. On a toujours ce problème de devoir repasser pour voir si la situation s'aggrave, se stabilise ou bien revient à la normale. Ce qu'on aime pouvoir faire, c'est comparer les phénomènes dans l'espace et dans le temps. Je vous ai dit, on a une mémoire sanitaire d'à peu près une trentaine d'années et ça s'avère très utile pour pouvoir tirer les leçons du passé. Et ça nécessite de pouvoir comparer les phénomènes. Et puis comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire croiser les observations sanitaires avec tout ce qui peut être cause probable, facteur de vulnérabilité, et puis comprendre aussi les ressorts sur la dynamique des phénomènes. Et donc là, j'ai mis en vert ce qu'on demanderait à la télédétection. En matière d'alerte précoce, les chercheurs dans la salle pourront nous dire si c'est un front de science ou si c'est possible, mais tout ce qui est détection de l'état de stress des arbres serait quelque chose de très intéressant. Là, repérer des dégâts diffus, repérer des évolutions de long terme, avec le côté répétition des images sur des très longues périodes, et pouvoir aussi retourner dans le temps. Caractériser donc l'extension spatiale, l'importance et le niveau de dégâts des phénomènes sanitaires, avec une certaine exhaustivité. Ça, on espère beaucoup que la télédétection nous permette de faire de l'exhaustif, là où nos observations de terrain ne nous permettent pas de le faire. Le suivi dans le temps, évidemment, avec une reproductibilité des méthodes. Nous, on est très gênés quand c'est des méthodes différentes qui sont utilisées pour faire des mêmes suivis et qu'on a une difficulté à comparer ce qui a pu être fait, comparer les différentes images ou les différentes méthodes qui ont été utilisées. Et puis comprendre. Et donc là, on a des besoins qui peuvent être assez spécifiques de chaque problème sanitaire. Il y a une question de facteurs, ça c'est Thierry qui me l'a suggéré, facteurs spatialisés de vulnérabilité, épidémiologie spatiale. Je ne connaissais pas ces concepts. Mais en fait, si on dispose avec la télédétection d'informations spatialisées sur les problèmes sanitaires, on a aussi d'autres informations spatialisées avec lesquelles on aimerait les croiser, que ce soit le relief, l'exposition, la pente, la nature du sol, la météo, enfin toute une série de facteurs spatialisés qu'on peut croiser avec l'enregistrement spatialisé des problèmes sanitaires. Donc voilà toutes nos attentes, et puis je pense que ça sera complété au fur et à mesure des présentations aujourd'hui.